300 dossiers sont sur la table de l'autorité de protection des données à caractère personnel pour analyse au titre de l'année 2023. Durant 10 jours, les participants vont se pencher sur les demandes d'avis, les plaintes, entre autres. Les détails dès l'entame de cette édition. La mucose est une infection causée par un champignon qui affecte la peau ou tout le corps en envahissant les tissus, les os et les organes. Il existe deux grands groupes de mucoses, à savoir les systémiques et les superficielles. On en saura davantage au cours de cette édition. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ouverture ce lundi de la première session ordinaire de l'autorité de protection des données à caractère personnel au titre de l'année 2023. L'objectif est de faire l'analyse des dossiers et élaborer un plan de travail. Durant 10 jours, les participants vont se pencher sur 300 dossiers répartis entre les demandes d'avis, les plaintes, les demandes d'autorisation et des déclaration. Cette session intervient 10 jours après la célébration de la Journée internationale de la protection des données à caractère personnel. Compte rendu, Cheikh Omar Kamara et Draman Diara. L'objectif de cette première session ordinaire de l'autorité de protection des données à caractère personnel au titre de 2023 est de créer un cadre de concertation et d'échange pour mieux élaborer et consolider les stratégies de protection des données à caractère personnel. Durant 10 jours, les participants vont se consacrer à l'étude de 300 dossiers. Il s'agit des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation et de déclaration adressés à l'autorité par de nombreuses structures relevant de l'administration d'État et du secteur privé, répartis comme suit. 3 demandes d'avis venant du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, ainsi que du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. 9 plaintes pour violation des données personnelles, 20 demandes d'autorisation, 268 déclarations normales portant sur la régularisation des systèmes de vidéosurveillance. La protection des données à caractère personnel reste un défi pour l'APDP. Selon les responsables de la structure, les résultats des différents travaux et projets déjà réalisés pour le changement de comportement et la prise de conscience de la population sur la protection du renseignement sont satisfaisants. L'APDP s'en félicite, d'autant qu'elle observe à travers cette sollicitation un véritable changement de comportement des usagers, de plus en plus informés et convaincus de la nécessité de la sécurisation des renseignements personnalisés stockés dans leur base de données respectives. L'APDP est investie d'une mission d'assistance, de conseil, d'accompagnement entre autres de toutes structures appelées à effectuer les traitements des données à caractère personnel. D'où l'enjeu de cette première session ordinaire à seulement 10 jours après la célébration de la Journée internationale de la protection des données personnelles. Sur un tout autre sujet, l'ASACO de Kalabankoura vient d'être innové par le nouveau bureau du centre. Des réalisations comme la construction des bureaux et l'aménagement de la maternité au bénéfice de la population de Kalabankoura. L'initiative a été saluée par le personnel et les usagers du centre. Idrissa Oumar Maïga et Moussa Kamara. Travailler dans un environnement sain, améliorer les conditions de vie des travailleurs sont les priorités du nouveau bureau de l'ASACO de Kalabankoura. C'est dans ce cadre qu'ils ont initié plusieurs activités au bénéfice des usagers et du personnel du centre. En fait, il y a un grand changement apporté par le nouveau bureau et ses partenaires. Le nouveau bureau, on l'a reçu en 2019. C'est un bureau travailleur. Sur le plan de réalisation, on note la rénovation des locaux du centre, notamment les bureaux, les magasins, les toilettes et l'aménagement de la maternité. Au cours de ce premier mandat du nouveau bureau, selon les responsables du centre, le bilan est satisfaisant. Par rapport à l'instructure, ils ont réalisé beaucoup de bureaux, à commencer d'abord par la fabrication des bureaux des entrées qui est là-bas, associés à la pharmacie. Ils ont construit un magasin, ils ont élargi les anciens bureaux. Ils ont fait également une mosquée, un lieu de promenade également pour les femmes en travail. Ils ont rénové carrément la maternité. Sans se limiter à ça, ils ont également équipé ces bureaux avec la climatisation à l'appui. Tous ces bureaux sont pratiquement climatisés. L'ASACO de Kalabankoura existe depuis 1996. Le centre et ses partenaires s'engagent davantage à rester auprès des usagers pour garantir leur santé et leur bien-être dans un environnement sain.
La rédaction s'intéresse aujourd'hui à la mycose qui est une infection provoquée par le développement de minuscules champignons. Les mycoses peuvent toucher de multiples zones du corps, plus généralement la peau et les pieds. Il existe deux grands groupes de mycoses. Il s'agit des mycoses systémiques et des mycoses superficielles. Mais ce soir, l'accent sera mis sur les mycoses superficielles qui sont une infection de la peau, des cheveux et des ongles causées là aussi par des champignons. Plus de détails avec Modibo Sidibé et Amadou Kouni. La mycose superficielle représente environ 10% des maladies de la peau. Sa transmission se fait via des microbes et elle peut toucher toutes les tranches d'âge. Quand on rentre dans les mycoses superficielles, il y a à peu près 3 grands chapitres, comme on a les dermatophytes. Et ces dermatophytes sont très fréquentes chez les enfants. Surtout, il y a une forme qu'on appelle la teigne qui atteint le cuir chevelu. On peut voir les candidoses, par exemple, qui sont aussi les mycoses, que ce soit chez les enfants ou bien chez les adultes. Mais chez les adultes, quand on voit, c'est fréquemment lorsqu'il y a une immunodépression. Et en fait, les dermatophytes sont classés aussi en 3 microbes. Il y a des microbes qu'on trouve uniquement chez les humains, mais il y a aussi des microbes qu'on trouve chez les animaux et il y a des microbes qu'on trouve par terre. Pour ce qui est de sa manifestation, la dermatophysie est connaissable selon ces points évoqués. D'abord, les dermatophytes sont dus cliniquement chez l'enfant. Au niveau du cuir chevelu, vous allez voir que les enfants ont des petites plaques, c'est-à-dire des zones où il n'y a pas de cheveux, c'est arrondi et il y a des squames. C'est-à-dire, on dirait qu'on a mis du poudre là-dessus. Ce baume contient une acide qui va détruire ces champignons, même si on ne les traite pas. C'est pour cette raison, nous-mêmes, on conseille aux parents de ne rien mettre d'abord. Maintenant, en dehors de ça, on peut avoir les dermatophytes au niveau de la peau glabre. Là, ça se manifeste également par une lésion rouge arrondie, la bordure bien limitée et avec une vésicule au niveau de la bordure. Et le centre a tendance à la guérison. Mais en dehors de la peau glabre, on peut avoir au niveau des ongles, c'est-à-dire les ongles aussi, là, ça atteint la partie distale généralement et ça casse l'aspect des ongles, va changer. Il faut savoir que cette maladie de la peau est contagieuse. Pour ne pas la transmettre et y venir à bout, il existe 2 méthodes de traitement. C'est un traitement curatif, mais c'est un traitement préventif également. Pour le traitement curatif, on donne surtout les antifongiques en crème et par voie orale. Si il y a d'autres personnes également dans la famille, il faut les traiter. Maintenant, si c'est les animaux qui ont ça, il faut traiter ces animaux, il faut les amener chez le vétérinaire pour traiter. Ces animaux, ça peut être le chien, le chat, les moutons, ainsi de suite. Et en cas de non-traitement, la maladie peut causer d'autres complications. Quand la maladie n'est pas traitée, peut transmettre à d'autres enfants, parce que Naomi contient de corticoïdes, ce qui va enflammer le germe. Les bactéries viendront et ça va se surinfecter, ce qui va entraîner des ganglions, ici des ganglions au niveau cervical, et ainsi de suite, la fièvre. Si on ne traite pas, ça va continuer à s'agrandir. Voilà, parce que surtout c'est chez les dames, parce que les dames ont tendance à appliquer les crèmes du jour tous les jours. Et ces crèmes contiennent parfois aussi des dermocorticoïdes qui sont aussi des engrais. À noter que la mycose constitue la 2e cause de consultation en dermatologie après les eczémas. Point Covid de ce jour 6 février 2023 sur 167 tests réalisés, on note 8 cas positifs, 0 guéris, 0 décès, 8 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner.
La coloration des cheveux, incluant la teinture des cheveux, désigne la pratique cosmétique du changement de la couleur des cheveux. Elle peut être pratiquée par un professionnel ou à la maison. De nombreuses sociétés traditionnelles africaines utilisaient de l'argile, de l'huile, du henné pour changer l'aspect ou la couleur des cheveux. Mais attention, cette pratique ancienne cède la place aux produits chimiques qui abîment les cheveux et peuvent parfois provoquer des maladies comme le cancer. Fatoumetou Diko pour les détails. Se teindre les cheveux, une pratique ancestrale a devenu presque banale. Des molécules chimiques ont largement remplacé le henné. Pour éviter d'éventuelles complications, le passage chez un spécialiste s'impose. Teindre les cheveux, on peut faire une coloration pour donner une beauté à nos cheveux, je suis d'accord avec ça. Mais le faire, il faut d'abord voir le spécialiste. À savoir, vous avez des cheveux gras, vous avez des cheveux normaux, vous avez des cheveux secs. En ce moment maintenant, il va vous dire exactement le type de teinture qui sied à votre qualité de cheveux, à votre type de cheveux. Ça dépend de la couleur que la personne veut. Il y a des gens qui veulent que ça soit bien jaune. Donc si c'est ça, on ne met pas beaucoup d'oxygène. Par contre, la poudre serait un peu plus que l'oxygène. Et puis, il y a des gens aussi qui aiment que ça soit en balayage. Il y en a qui veulent que ça soit sur toute la tête, mélange. Il y a différents types de teintures pour cheveux, comme quoi son application ne se fait pas au hasard. Les cheveux, elles nourrissent pas le sang. Donc quand on met et que c'est pas bien lavé, ça rentre directement dans le sang puisque les pores s'ouvrent. C'est tout comme le défrisage. Le pore s'ouvre automatiquement quand on met le produit. Donc quand les pores sont ouverts, et que ce n'est pas bien lavé, surtout avec le shampoing neutralisant, pour pouvoir enlever l'acide qui est rentré sous le cuir chevelu. Donc, ça fait que le cheveu se casse après. Lorsqu'on veut teindre les cheveux, il faut vous rassurer que le produit soit le plus naturel possible, de sorte à pouvoir nourrir et surtout engraisser, c'est-à-dire lubrifier les cheveux. Lorsque le produit est donc à caractère acide, vous allez sécher le cheveu. Et quand ça sèche le cheveu, il n'y a rien à faire que la chute. C'est-à-dire que ça va couper les cheveux. Et quand le cheveu est coupé, automatiquement vous avez une perte de cheveux. Les colorations capillaires peuvent avoir des effets secondaires qui sont loin d'être anodins. Certains produits utilisés peuvent irriter la peau, provoquer des allergies et même être toxiques. Alors quand vous posez une teinture sur les cheveux qui n'est pas de bonne qualité, pire, vous bouchez tous les pores de votre cuir chevelu. Première des choses. Deuxièmement, vous stoppez la vie de sécrétion de votre cuir chevelu parce que c'est tout un ensemble d'organes qui vivent sous le tissu capillaire. Après des années de coloration chimique, il faudra être patient si l'on veut passer au bio. Pour réussir cette opération, mieux vaut arrêter quelques mois les teintures chimiques et entreprendre dans le même temps une cure de détoxination du cheveu en apposant un masque à base d'argile. Sur un tout autre sujet, les violences basées sur le genre est un phénomène qui fait rarement sujet de conversation. Tabou et jugé normal, ces violences font de nombreuses victimes au fil des ans. Les ONG qui œuvrent pour lutter contre les VBG sensibilisent et forment des femmes pour faciliter leur autonomisation financière. Malheureusement, les défis restent à relever. Parmi ceux-ci, il y a la non-conformité des textes et lois dans la prise en charge des questions de violence basées sur le genre. Le grand format avec Aminata Amadoula. Sujet tabou, les questions liées aux violences basées sur le genre, VBG, sont peu abordées dans la société malienne. Un état de fait qui rend difficile la collecte des données en la matière. Illustration, le système de gestion de l'information sur ces violences a recensé 1879 cas dans la période de janvier à mars 2021. 99% de ce chiffre concerne des cas commis sur les femmes et les filles, une augmentation de 6 et 3% par rapport aux données de 2020. Le bilan est vraiment satisfaisant
parce qu'il y a eu assez de communication également autour de ça et beaucoup de financements, beaucoup de projets ont œuvré dans le cadre de la lutte contre les VBG. Les femmes leaders se sont engagées à travers quelques ONG. Durant l'année 2022, à mon niveau, moi j'ai enregistré plus de 300 cas, dont 2 cas qui parlent des problèmes relatifs aux problématiques des hommes. Il est important de noter que les hommes aussi subissent des violences, mais généralement ça ne se fait pas ressortir. Les hommes n'aiment pas en parler. Parmi ces 300 cas-là, j'ai 2 hommes, mais la plupart sont des femmes. Les VBG sont classifiés par catégorie. Les cas de violence concernent surtout les viols et les violences sexuelles, suivis des violences physiques qui sont en seconde position. Puis suit le déni de ressources avec 18%, les violences psychologiques avec 11% et les mariages forcés avec 10%. Les femmes et les filles restent les plus touchées avec 99%, dont 59% sont des filles de moins de 18 ans. Pour ce trimestre, aucun homme adulte n'a été enregistré. 1% rapporté concerne les garçons de moins de 18 ans. Les différentes ONG œuvrent à travers la sensibilisation et la formation dans l'apprentissage d'activités génératrices de revenus. Et dans la région de Koulikoro, nous avons fait des activités d'autonomisation à travers la saponification des femmes et à Djoila et à Kolokani. Grâce à l'autonomisation, ça va diminuer beaucoup de violences basées sur le genre au sein des ménages. Raison pour laquelle le WILDAF Mali a jugé nécessaire de financer ces projets auprès des femmes pour soulager ces femmes, pour les mettre en activité, pour avoir un peu de revenus au sein de leur communauté. Les femmes, avec les initiatives par exemple de transformation alimentaire, les initiatives des associations féminines, même en termes de d'élevage, de pêche, de pisciculture, je pense que les femmes sont en train de travailler beaucoup dans ce sens et elles deviennent beaucoup plus autonomes et pour pouvoir vraiment contribuer à l'économie de notre pays. Si des avancées sont obtenues, aujourd'hui, les défis sont nombreux. Parmi ceux-ci, on peut noter la création d'un cadre législatif et judiciaire afin que les cas de VBG ne restent pas impunis. Je mets l'accent tout le temps sur la communication parce qu'il va falloir qu'on arrive vraiment à faire comprendre aux femmes que la violence n'est pas normale. Nous sommes dans une société où la tradition, les us et les coutumes et surtout la religion musulmane jouent un rôle très très important. Donc du coup, on nous fait croire que la femme, elle doit tout accepter, elle doit tout supporter. Du coup, la femme commence à croire que la violence, elle est normale, alors que vous le savez, que ce n'est pas du tout normal. Il faut que les documents administratifs soient en faveur de nos réalités. Il faut qu'on se donne la main pour réviser les lois, les drafts, les propositions, nos textes, pour que on puisse vraiment travailler à l'aise. Parce que même s'il y a des cas de VBG, souvent, et certains cas ne sont pas pris en charge comme il faut, parce que la loi n'est pas favorable à ça. Et ces cas de VBG soient réellement pris en compte et que nous puissions avancer en 2023, aller vers d'autres choses. Avec des textes et des lois ajustées, on pourra sans doute assister à une réduction des cas de VBG dans notre société. La prise en compte des alertes que donnent très souvent les victimes des VBG peut également aider à sauver beaucoup de personnes. Un mot de sport avant de clore cette édition. Les matchs comptant la première édition du tournoi de football dédié au soutien à la transition viennent d'être lancés. C'est une compétition organisée par l'AJA Mali et CRAS Action Jeunesse et l'Avenir du Mali. Et ce sont les équipes FC Maracadji et FC Plaque qui ont donné le coup d'envoi à ce match d'ouverture. Joué au quartier populaire de Bakari Bougou en commune 2 du district de Bamako. Compte rendu Moussa Diabaté et Lassana Sissoko. Devant un public sportif enthousiaste et un parterre de personnalités de la commune 2, ce match d'ouverture a suscité de l'engouement, d'où cette forte mobilisation autour du quartier de Bakari Bougou qui abrite ces tournois de football en soutien à la transition malienne. C'est un sentiment de devoir accompli, d'avoir aussi contribué à soutenir la stabilité dans mon pays, à soutenir les autorités de la transition, à soutenir les institutions
malienne de façon générale. Un match qui a mis aux prises les FC Makadi Anvers et les FC Plaki de Sofa. Les deux équipes ont livré un match de haut niveau avec une prestation de qualité. Cependant, aucune d'elles n'est parvenue à ouvrir le score 0-0 à la mi-temps. Le football, aujourd'hui, c'est la jeunesse. Or, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi, a placé vraiment cette transition sous le signe de la mobilisation générale des jeunes autour des idéaux du Mali. Au retour de la pause, les équipes continuent à pousser en multipliant les bonnes actions, mais l'efficacité fait défaut de part et d'autre. Place donc à la séance des tirs au but que l'équipe de Sofa remporte par 4 tirs à 3. On a mis en compétition tous les jeunes du Mali pour mettre un peu en compétition les jeunes pour apporter notre petit soutien à la transition. C'est ça qui nous a motivés pour amener d'autres jeunes à soutenir la transition. Ce tournant en soutien à la transition qui permettra de renforcer les capacités sportives des équipes vise aussi à favoriser l'entente et la cohésion chez les jeunes de la commune 2. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.